Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sol Speaks, le podcast du groupe Sol consacré à la santé et à la sécurité. Aujourd'hui, nous nous adressons avant tout aux chauffeurs de la logistique ainsi qu'aux techniciens et opérateurs de l'home care qui apportent chaque jour l'oxygène et les soins Vivysol directement au domicile des patients. Ceux d'entre vous qui font ce métier le savent bien. Chaque jour, vous chargez des unités de base, des bouteilles, des strollers, des concentrateurs, du matériel à usage unique. Vous passez d'un patient à l'autre, en ville, en périphérie, parfois dans des endroits peu commodes. Le fourgon est votre principal outil de travail. Et c'est justement pour cela qu'il doit être aménagé correctement. Nous allons parler de choses concrètes qui servent à vous protéger, vous et les personnes autour de vous. Parce que l'oxygène, et c'est notre point de départ, n'est pas un gaz comme les autres. Commençons par les bases. Pourquoi l'oxygène est-il dangereux ? L'oxygène en lui-même ne brûle pas et n'explose pas, mais il fait brûler tout le reste beaucoup plus facilement et beaucoup plus violemment. Dans une atmosphère normale, il y a environ 21% d'oxygène. Si la concentration monte ne serait-ce qu'à 24 à 25%, des matériaux qui ne prendraient normalement pas feu, vos vêtements, une sangle, le revêtement d'un siège, peuvent s'enflammer avec une étincelle minime et brûler avec une violence à laquelle vous ne vous attendez pas. L'EIGIA, l'Association européenne des gaz industriels, a documenté des accidents réels avec des fourgons home care entièrement détruits par des incendies liés à l'oxygène. Des fourgons en flammes en pleine rue, des cabines carbonisées, des interventions des pompiers sur des épaves méconnaissables. Voilà pourquoi tout l'aménagement du fourgon tourne autour d'un principe clé. Empêcher l'oxygène de s'accumuler là où il ne doit pas et le tenir séparé de tout ce qui peut brûler. Entrons dans le concret. Comment un fourgon destiné au service OTD doit-il être conçu ? Passons les exigences en revue, une par une. Première exigence, la cloison étanche. Entre la cabine de conduite et le compartiment de chargement, il doit y avoir une cloison, c'est-à-dire une paroi de séparation complètement scellée. Scellé signifie qu'il ne doit passer ni un filet d'air, ni la moindre trace de gaz. Pourquoi ? Parce que si une petite fuite d'oxygène se produit dans le compartiment de chargement, et avec les unités de base cryogéniques cela peut arriver, cet oxygène ne doit pas arriver dans la cabine où vous vous trouvez. S'il y arrivait et que vous allumiez ne serait-ce que le chauffage, vous auriez créé une situation potentiellement très grave. La cloison doit également résister au choc. Pensez à un freinage brusque. Si une bouteille ou une unité de base se détache et vient sur vous, la cloison doit encaisser l'impact et vous protéger. Les systèmes d'arrimage et la cloison doivent résister à des forces d'inertie d'au moins 2 G à l'horizontale. En clair, comme si la charge pesait le double de son poids réel et venait sur vous. Deuxième exigence, la ventilation. Le compartiment de chargement doit être ventilé en permanence, même lorsque le fourgon est à l'arrêt. Si vous transportez uniquement des bouteilles d'oxygène gazeux, il faut au moins 2 ouvertures fixes, des grilles, pas des trappes que l'on peut fermer, avec une surface libre totale d'au moins 600 cm². Si vous transportez de l'oxygène liquide, les ouvertures passent à 3 et la surface libre totale monte à 900 cm², une en haut, 2 en bas, réparties de façon à créer un flux d'air qui évacue l'oxygène en excès. En alternative, on peut installer un système de ventilation mécanique, une sorte de cheminée sur le toit, associée à une grille en partie basse. L'essentiel est que l'air circule en permanence et que la concentration d'oxygène dans le compartiment reste inférieure à 23%. Il est en outre possible, et c'est une bonne pratique, d'installer des capteurs qui mesurent en continu la concentration d'oxygène et alertent le chauffeur par une alarme si le seuil est dépassé. Troisième exigence, les matériaux. Tout ce qui habille l'intérieur du compartiment de chargement doit être en métal ou en matériaux certifiés incombustibles. Pas de bois apparent, pas de moquette, aucun revêtement susceptible d'absorber l'oxygène puis de prendre feu. Le plancher doit être intégralement en matériaux incombustibles, par exemple en acier inoxydable ou en aluminium, sur toute sa surface. Si le plancher d'origine est en bois, il doit être entièrement recouvert d'une tôle métallique. Pour les fourgons électriques, étant donné que les batteries d'accumulation se trouvent sous le plancher, l'épaisseur du plancher incombustible doit être doublée, 4 mm au lieu de 2, plus la tôle d'aluminium par-dessus.
4e exigence, les extincteurs. Il faut au moins 2 extincteurs à bord, un en cabine, d'au moins 2 kg à poudre, accessible également depuis l'extérieur, et un dans le compartiment de chargement d'au moins 6 kg, placé près de la porte arrière. Pourquoi près de la porte ? Parce qu'en cas de retournement du fourgon, il doit rester accessible. Et en plus, c'est une nouveauté importante, il faut prévoir dans le compartiment moteur l'installation de systèmes anti-incendie automatiques qui se déclenchent d'eux-mêmes lorsque la température dépasse un certain seuil. Plusieurs accidents ont montré que le feu part du moteur, puis se propage à la cabine et au compartiment de chargement. Disposer d'un système qui intervient immédiatement, avant même que le conducteur ne s'en aperçoive, peut faire la différence entre un début d'incendie maîtrisable et une catastrophe. 5e exigence, la sécurité du chargement. Tout ce qui se trouve dans le compartiment de chargement doit être arrimé. Les unités de base doivent être maintenues par des sangles à cliquet ou des barres de blocage. Les bouteilles doivent être placées dans des râteliers ou des paniers fixés au véhicule. Les plastiques à usage unique vont dans des conteneurs dédiés. Les dispositifs médicaux doivent disposer de logements dédiés. On ne peut pas arrimer les bouteilles et les unités de base ensemble avec le même système. Elles doivent être séparées. Et tous les systèmes d'arrimage doivent disposer d'une certification attestant leur résistance à une sollicitation de 2G, c'est-à-dire, comme dit plus haut, au double du poids du matériel retenu par le système. Pourquoi tout cela ? Parce que lors d'un freinage d'urgence, une unité de base de 40 kg qui se détache devient un projectile. Et si elle heurte une autre bouteille ou la cloison, les conséquences peuvent être extrêmement graves. 6e exigence, signalisation et équipement de sécurité. En cabine et dans le compartiment de chargement, des panneaux défense de fumée, bien visibles. À bord, il doit toujours y avoir la trousse de premier secours, le triangle de signalisation, la lampe anti-étincelle, le gilet réfléchissant. Et un conseil pratique, retirer l'allume-cigare de la cabine. Bien, maintenant que nous savons comment le fourgon doit être conçu, parlons des vérifications. Car un fourgon bien aménagé le premier jour peut, s'il n'est pas contrôlé, ne plus être sûr 6 mois plus tard. L'étanchéité de la cloison doit être vérifiée par un essai spécifique. On utilise un générateur de fumée. On l'active dans la cabine pendant au moins 30 minutes et on contrôle qu'aucune fumée ne passe dans le compartiment de chargement. Puis on répète l'opération en sens inverse, du compartiment vers la cabine. Si ne serait-ce qu'un filet de fumée passe, il faut refaire l'étanchéité et recommencer l'essai. L'essai doit être réalisé auprès d'un centre agréé et le procès-verbal avec le résultat doit être conservé à bord du véhicule ou dans le dossier technique. Les vérifications périodiques du compartiment de chargement et du véhicule sont recommandées au moins tous les 6 mois et portent sur l'état du plancher et des étagères, le fonctionnement du système de ventilation, grille non obstruée, l'état des sangles et des systèmes d'arrimage, le bon fonctionnement des portes et des serrures, l'efficacité du haillon élévateur hydraulique s'il est présent, l'état de l'installation électrique et de l'éclairage, la lisibilité et l'exhaustivité de la signalisation intérieure et extérieure, et l'état des extincteurs, qui doivent porter la date de la prochaine inspection bien visible. Les contrôles quotidiens du conducteur sont tout aussi importants. Chaque matin, avant de partir, vous devez vérifier que le chargement est bien arrimé, que les pneus sont en bon état, qu'il n'y a pas de défauts évidents sur le véhicule, que le système de freinage fonctionne, que la documentation est à bord, documents de transport, fiches de données de sécurité, documents du véhicule et du conducteur. Si vous transportez de l'oxygène liquide, contrôlez également que les vannes du réservoir sont fermées, qu'il n'y a pas de fuite de gaz, que la pression est au moins 1 bar en dessous de la valeur d'ouverture de la soupape de sécurité et qu'il n'y a pas de givre anormal sur les parois extérieures des conteneurs, ce qui pourrait indiquer une perte de vide. Autre bonne pratique, si le fourgon est resté à l'arrêt longtemps, pendant la pause déjeuner ou la nuit, avec de l'oxygène à bord, avant de démarrer le moteur, ouvrez toutes les portes du compartiment de chargement et laissez ventiler au moins 3 minutes. Ventilez également la cabine de conduite. Cela réduit sensiblement toute accumulation d'oxygène. Passons enfin à un sujet qui concerne directement votre santé, la manutention des charges et les aides au déchargement. Une unité de base pleine peut peser plus de 25 kg. Une grande bouteille encore davantage. Soulever et déplacer ces poids plusieurs fois par jour,
Descendre du fourgon, les monter à l'étage du patient, parfois au 3e sans ascenseur, est un travail physiquement exigeant. Et mal fait, il finit par vous abîmer le dos. C'est pourquoi le fourgon doit être conçu pour faciliter ces opérations. Le compartiment de chargement doit avoir une hauteur qui vous permette de vous tenir debout et de travailler sans vous plier. Chaque portière doit être équipée d'une poignée de préhension sûre et d'une marche basse pour monter et descendre de façon stable. Les aides disponibles pour le déchargement sont de 3 types principaux. Les premières sont les marches ou les marchepieds d'accès, fixes ou escamotables, qui réduisent la dénivellation entre le plancher du fourgon et le sol. Cela paraît anodin, mais cela fait une grande différence pour les genoux et pour l'équilibre. Les deuxièmes sont les rampes, qui vous permettent de faire glisser les conteneurs sur roues à l'extérieur sans avoir à les soulever. Les troisièmes sont les haillons élévateurs hydrauliques. Ce sont des plateformes qui descendent jusqu'au sol et vous permettent de charger et décharger les unités de base sans aucun effort de levage. Pour les livraisons dans les étages, la réglementation recommande l'utilisation de diables monte-escaliers électriques lorsque les poids dépassent 25 kg pour les hommes ou 20 kg pour les femmes. Le monte-escalier électrique est un investissement qui vous épargne des accidents et des troubles musculo-squelettiques. Une dernière remarque sur les aides hydrauliques. Si le haillon élévateur se trouve à l'intérieur du fourgon, son circuit hydraulique doit être protégé des vapeurs d'oxygène et maintenu propre. Toute fuite d'huile doit être éliminée immédiatement, car l'huile en présence d'oxygène enrichi est un combustible extrêmement dangereux. Nous arrivons au dernier point, fondamental, la formation. Toute personne qui conduit un fourgon pour le service OTD, qu'il s'agisse d'un salarié direct du groupe ou d'un chauffeur d'une entreprise extérieure, doit avoir reçu une formation spécifique. Le permis de conduire ne suffit pas. Voyons ce que cette formation doit comprendre. Tout d'abord, les notions générales de santé et sécurité au travail, puis plus précisément, l'utilisation correcte des EPI, chaussures de sécurité, gants, vêtements à manches longues, même en été, pour vous protéger du contact avec les liquides cryogéniques, gilets à haute visibilité, éventuelle protection de la tête. Ensuite, les notions de base sur l'ADR, avec un focus sur l'oxygène, ce que c'est, quels risques il comporte, comment il doit être transporté. Puis, les règles d'arrimage du chargement, les procédures de chargement et de déchargement, la manutention manuelle correcte. Et encore, la gestion des extincteurs, le contrôle quotidien du véhicule, la conduite sûre et défensive, les risques de la distraction au volant et de la fatigue. Enfin, nous le répétons une fois de plus, l'interdiction absolue de fumer, y compris les cigarettes électroniques, à bord et à proximité du véhicule. À cette formation à la sécurité s'ajoutent des contenus opérationnels, l'utilisation des terminaux pour l'enregistrement des livraisons, les bonnes pratiques de distribution des médicaments, la pharmacovigilance, les normes GMP si vous effectuez des opérations de remplissage. Et qui doit dispenser cette formation ? La responsabilité est claire. Si l'opérateur est un salarié direct, la formation est à la charge de l'employeur du groupe. Si l'opérateur travaille pour une entreprise extérieure, un transporteur, un sous-traitant, la formation est à la charge de l'employeur de cette entreprise. Dans les deux cas, l'employeur doit garantir que la formation soit délivrée avant que la personne ne commence à travailler. Pas après, pas quand on aura le temps, avant. Résumons les points clés de cet épisode. Le fourgon pour l'oxygénothérapie à domicile n'est pas un fourgon comme les autres. Il lui faut une cloison étanche certifiée, un système de ventilation qui empêche l'accumulation d'oxygène, des matériaux intérieurs incombustibles, des extincteurs en cabine et dans le compartiment de chargement, des systèmes anti-incendie automatiques dans le compartiment moteur, des systèmes d'arrimage certifiés pour l'ensemble du chargement et la signalisation adéquate. Ces exigences doivent être vérifiées, essai de la cloison avec générateur de fumée, contrôle semestriel du véhicule, contrôle quotidien avant chaque tournée. Pour le déchargement, vous disposez de marchepieds, de rampes et de haillons élévateurs hydrauliques. Utilisez-les, votre dos vous en remerciera. Et la formation est une obligation, pas une option. Que vous soyez salarié direct ou que vous travailliez pour une entreprise extérieure, votre employeur doit vous avoir formé à tous les risques spécifiques de cette activité avant de vous mettre au volant. Prenez soin de vous et bonne route à toutes et à tous. À la prochaine.